Gouverneur de la Rosée. Chapitre 2b. Gouverneur de la Rosée. Il regarda autour de lui. Paraissait une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Elle ne répondit rien. Elle avait ralenti pour le laisser passer, mais il lui laissa le sentier et marchait à ses côtés. Elle coula vers lui, de biais, un coup d'œil furtif. « C'est trop de hardiesse, pensait-elle, mais elle n'osait rien dire. Comme il allait sans prendre garde à ses pas, il buta contre une grosse roche qui affleurait et se rattrapa en quelques petits bonds assez ridicules. « Hago !» dit-elle, éclatant de rire. Il vit alors qu'elle avait de belles dents blanches, des yeux bien francs et la peau noire très fine. C'était une grande et forte négresse, et il lui sourit. « Est-ce qu'aujourd'hui c'est jour de marché ?» demanda-t-il. « Oui, à la Croix des Bouquets. »« C'est un grand marché. De mon temps, les habitants sortaient de tout partout pour aller le vendredi dans ce bourg-là. Tu parles du temps longtemps comme si tu étais déjà un homme d'âge. » Elle s'effraya aussitôt de son audace. Il dit, plissant les paupières, comme s'il voyait se dérouler devant lui un long chemin. « Ce n'est pas si tellement le temps qui fait l'âge. C'est les tribulations de l'existence. 15 ans que j'ai passé à Cuba. 15 ans à tomber la canne, tous les jours. Oui, tous les jours. Du lever du soleil à la brune du soir. Au commencement, on a les os du dos tordus comme un torchon. Mais il y a quelque chose qui te fait aguantar, qui te permet de supporter. Tu sais ce que c'est? Dis-moi, tu sais ce que c'est? Il parlait les poings fermés. La rage. La rage te fait serrer les mâchoires et boucler ta ceinture près de la peau de ton ventre quand tu as faim. La rage, c'est une grande force. Lorsque nous avons fait la huelga, chaque homme s'est aligné, chargé comme un fusil jusqu'à la gueule avec sa rage. La rage, c'était son droit et sa justice. On ne peut rien contre ça. Elle comprenait mal ce qu'il disait, mais elle était tout attentive à cette voix sombre qui scandait les phrases, y mêlant de temps à autre l'éclat d'un mot étranger. Elle soupira. « Jésus, Marie, la Sainte Vierge, pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. » En vérité, il y a une consolation. Je vais te dire. C'est la terre. Ton morceau de terre fait pour le courage de tes bras, avec tes arbres fruitiers alentour, tes bêtes dans le pâturage, toutes tes nécessités à portée de la main, et ta liberté qui n'a pas une autre limite que la saison bonne ou mauvaise, la pluie ou la sécheresse. « Tu dis vrai, fit-elle, mais la terre ne donne plus rien. Et quand par chance, tu lui as arraché quelques patates, quelques grains de petits mil, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors, la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est, la vie, au jour d'aujourd'hui. »
Il longeait maintenant les premières clôtures de chandeliers. Dans l'espace dégagé des baillardes étaient tapis les cases misérables. Leur chaume fripé couvrait un mince clissage plâtré de boue et de chaux craquelés. Devant l'une d'elles, une femme broyait des grains au mortier à l'aide d'un long pilon de bois. Elle s'arrêta, le geste suspendu, pour les regarder passer. « Commère Saint-Élia, bonjour, oui, cria-t-elle de la route. Hé, bonjour, belle sœur Anaïs. Comment va tout ton monde, ma belle négresse? Tout le monde est bien, ma commère, et toi-même? Pas plus mal, non? Sauf mon homme qui est couché avec la fièvre. Mais ça va passer. Oui, ça va passer, chère, à l'aide du bon Dieu. Ils marchèrent un moment. Alors, dit-il, ton nom c'est Anaïs? Oui, Anaïs, c'est mon nom. Moi-même, on m'appelle Manuel. Il croisait d'autres habitants avec qui elle échangeait de longues salutations. Et parfois elle s'arrêtait pour prendre et donner des nouvelles, car c'est un pays d'Haïti coutume de bon voisinage. Enfin, elle arriva devant une barrière. On voyait la case au fond de la cour dans l'ombrage des camps pêchés. « C'est ici que je reste. Moi-même, je ne vais pas loin non plus. Je te dis merci pour la connaissance. Est-ce que nous nous reverrons encore? » Elle détourna la tête en souriant. « Parce que j'habite comme qui dirait porte pour porte avec toi. » « En vérité? Et de quel côté? » ?»« Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimé et délira. Je suis leur garçon. » Elle arracha presque sa main de la sienne, le visage bouleversé par une sorte de colère douloureuse. « Hey! Que passa? » s'écria-t-il. Mais déjà elle traversait la barrière et s'en allait rapidement sans se retourner. Il resta quelques secondes cloué sur place. « Une fille drôle, compère, » se dit-il, secouant la tête. Un moment elle te sourit d'amitié, et puis dans le temps d'un battement d'yeux, elle te quitte sans même un au revoir. Ce qui se passe dans l'esprit des femmes, le diable lui-même ne le sait pas. Pour se donner contenance, il alluma une cigarette et en aspira profondément l'âcre fumée qui lui rappelait Cuba. L'immensité étendue d'un horizon à l'autre, des champs de canne, le bâté de la centrale sucrière, la baraque en puantis où le soir venu il couchait pêle-mêle, après une journée épuisante avec ses camarades d'infortune. Dès qu'il entra dans la cour, un petit chien hirsute bondit vers lui en aboyant avec rage. Manuel fit mine de se baisser, de ramasser et de lui lancer une pierre. Le chien s'enfuit, la croupe basse et gémissant éperdument. « Paix! Paix là !» dit la vieille délirante en sortant de la case. Elle abritait ses yeux de sa main pour mieux voir arriver l'étranger. Il marchait vers elle et, à mesure qu'il avançait, une lumière éblouie se levait dans son âme. Elle eut un élan vers lui, mais ses bras retombèrent le long de son corps, et elle chancela, la tête renversée. Il la serrait contre lui. Les yeux fermés,
Elle appuyait son visage contre sa poitrine et, d'une voix plus faible qu'un souffle, elle murmurait. Petite moins, aïe, petite moins. Mon petit, ah, mon petit. Entre ses paupières fanées, les pleurs coulaient. Elle s'abandonnait de toute sa lassitude d'interminables années d'attente, sans force pour la joie comme pour l'amertume. De surprise, Bien-Aimé avait laissé tomber sa pipe. Il la ramassa et l'essuya soigneusement contre sa vareuse. « Baille-moi la main, garçon, » dit-il. « Tu es resté longtemps en chemin. Ta maman a beaucoup prié pour toi. » Il contempla son fils, le regard brouillé de larmes, et ajouta sur un ton bourru. « Quand même, tu aurais pu prévenir que tu arrivais. Envoyer un voisin au-devant de toi avec la commission. La vieille a manqué mourir de saisissement. En vérité, tu es sans ménagement, mon fils. » Fin du chapitre 2b. Gouverneur de la Rosée.